Quand on s'installe dans la Silicon Valley, c'est pour gagner de l'argent. Tous les jours, quelqu'un a une idée surprenante et prometteuse. À chaque fois, cette personne espère que cette idée lui rapportera son premier milliard. La culture bro dans la tech attire énormément de monde dans la Silicon Valley. Mais la Silicon Valley cache aussi un côté sombre. Certains ont du succès, mais beaucoup d'autres n'arrivent pas à s'en sortir. Certains d'entre eux perdent parfois la raison et commettent des actes inimaginables. Sandra Brown, de la police de Palo Alto. J'ai passé ma carrière à enquêter sur les crimes de la Silicon Valley, comme celui de Cathy Anderson. La scène de crime était tellement macabre qu'en arrivant sur place, j'étais sous le choc. La police essaie de comprendre ce qui relie ces personnes. C'est tout de même très étrange qu'il soit passé la voir à son domicile, pile le soir de sa mort. Menlo Park est une petite ville, très prospère. Ses habitants sont souvent des tech bros de la Silicon Valley qui adhèrent à la culture masculine de la tech. J'ai travaillé pendant 30 ans pour la ville de Palo Alto. Quand j'ai débuté ma carrière, Menlo Park était le lieu de vie privilégié de tous ceux qui travaillaient dans l'industrie de la tech. Ils formaient une communauté. C'est une ville calme et tranquille. Il n'y a pas de délinquance, on ne ferme pas sa porte à clé. Je travaillais pour la mairie d'Atherton. Cathy était une de mes collègues. C'est comme ça qu'on est devenus amis. Cathy Anderson était arboricultrice pour la ville d'Atherton, qui est située au nord de Menlo Park. C'était une personne aimable et attentionnée, qui était appréciée de tous. Elle adorait jardiner et composer des bouquets. C'était son passe-temps favori. Quand elle ne travaillait pas, elle s'occupait de son jardin. Cathy était quelqu'un de bien. On était comme des sœurs. Avec elle, c'était à la vie, à la mort. Pendant des années, on est partis en voyage ensemble. Avec son mari, Billy. Ils étaient très heureux ensemble. Ils s'adoraient. Je vivais souvent de très bons moments avec eux. D'après leur mode de vie, j'imagine qu'ils s'en sortaient plutôt bien. Billy était propriétaire d'une entreprise de plomberie très prospère qui était installée à Palo Alto depuis plus de 100 ans. Cathy et son mari ont profité de la manne financière qui a déferlé sur la Silicon Valley dans les années 90 et au début des années 2000. Il vivait dans une maison de maître centenaire qui avait appartenu à l'ancien maître général des postes. Elle avait beaucoup de cachets. Le jardin était magnifique. Il était rempli de fleurs. C'était une superbe maison, c'est le moins qu'on puisse dire. Cathy n'a jamais eu d'enfant. J'imagine que ce n'était pas dans leur plan. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, elle aurait fait une mère formidable. Cathy et son mari formaient un couple heureux. Ils avaient une stabilité financière et ils possédaient une belle maison à Menlo Park. Quand Billy est mort d'une leucémie en 2007, Cathy s'est retrouvée seule, ce qui l'a rendue très triste. Elle avait le cœur brisé. C'est très difficile de perdre son mari quand on est jeune. Elle avait la cinquantaine. À 50 ans, on est encore dans la fleur de l'âge. On peut s'amuser, on est encore jeune. Et Cathy aimait s'amuser. C'était dans sa nature. Cathy est quelqu'un d'extraverti. Elle a beaucoup d'amis qu'elle voit très souvent. Mais quand elle rentre chez elle, la solitude lui pèse et l'attriste. Cathy a pris sa retraite en 2011. La même année, une petite entreprise qui s'appelle Facebook arrive en ville. Elle change le paysage de Menlo Park.
À ses débuts, Facebook occupe très peu d'espace. La société dispose d'un petit bureau dans le centre-ville de Palo Alto. Quand l'entreprise s'installe à Menlo Park, elle achète un immense campus. Je crois que c'est à partir de ce moment-là que l'opinion publique change à son égard. L'utilisation de Facebook explose. Ils embauchent en masse. De nombreuses négociations ont eu lieu entre Facebook et la mairie de Palo Alto pour déterminer comment la société pouvait se développer sans perturber les habitants de la ville. L'arrivée de Facebook à Menlo Park en fait un Eldorado. Des programmeurs, des ingénieurs, des spécialistes de jeux vidéo ou d'applications viennent des quatre coins du monde pour créer de nouvelles technologies. Gardez le cap et passez à l'action! Les gens affluent du monde entier pour profiter de l'essor de l'entreprise. Tout ça crée une augmentation de la valeur immobilière, ce qui engendre un changement d'habitants. Ce n'est plus comme avant. Je me souviens qu'à l'époque, tout le monde se connaissait. Aujourd'hui, je ne reconnais plus la ville. Chaque fois que j'y vais, il y a tellement de monde que ce n'est plus agréable. En 2018, les habitants ont commencé à relever de plus en plus de problèmes. Ça a mis en exergue les côtés négatifs de ce qui se passe dans la Silicon Valley. Le 12 décembre 2018, vers 17h30, la police de Menlo Park est dépêchée dans une maison située dans le quartier de Valparaiso. Police secours, j'écoute. Nous avons reçu l'appel d'un homme affolé qui signale que Kathy Anderson a été tuée. Nous lui avons demandé si le meurtrier de Kathy était toujours présent dans la maison. Il a répondu que oui. Il a demandé à ce qu'on envoie du renfort. Quand les agents sont arrivés sur les lieux, ils ont entendu des cris provenant de la maison. Ils ont vu un homme dans le salon et lui ont demandé de sortir. Le premier individu présent sur les lieux était un homme blanc d'apparence plutôt banale. Il avait dans la cinquantaine. Il était bouleversé, en larmes, il avait l'air au bord de la crise de nerfs. Il répétait que le meurtrier de Kathy était à l'intérieur de la maison. Les agents ont menotté l'homme. Puis ils ont repéré quelqu'un d'autre dans le salon. La deuxième personne qui est sortie de la maison était aussi un homme blanc, mais beaucoup plus jeune. Il avait la trentaine. Il était très calme. Il n'a rien dit, n'a pas résisté quand les policiers l'ont arrêté. Il a obéi à la police et a mis ses mains dans le dos. Les policiers ne savaient pas à quoi s'attendre. Ils ne savaient pas si la situation était dangereuse ou s'il y avait d'autres personnes. Ils ont commencé à fouiller la maison. En bas des escaliers qui mènent à la cave, ils ont trouvé un oreiller ensanglanté. Sur le sol de la cave, ils ont trouvé le corps qui sera ensuite identifié comme celui de Kathy Anderson. Elle était allongée sur le ventre. Il y avait une grande mare de sang sous sa tête et son cou. Elle portait son pyjama. Une scie ensanglantée se trouvait par terre à côté d'elle. Les policiers ont constaté que Kathy Anderson avait été presque entièrement décapitée. Quand les agents ont retourné le corps de la victime et l'ont mis sur le dos, ils ont trouvé un corps étranger dans son œil gauche. Et ils ont compris que c'était le bout d'un stylo-bille. La scène de crime était tellement macabre qu'en arrivant sur place, j'étais sous le choc. Si je compare l'assassinat de Kathy Anderson avec les autres affaires que j'ai traitées, c'est de loin celle qui a le modus operandi le plus effroyable. Je n'ai jamais vu ni entendu parler d'un meurtrier qui aurait enfoncé un stylo dans l'œil de sa victime. Toutes les scènes de crime sont horribles. Mais celle-ci est l'exemple parfait d'un acte excessif. C'est une scène de crime particulièrement macabre et très inhabituelle. C'est très rare de voir un homicide où un meurtrier inflige ce type de dommages à un corps humain.
C'est l'un des crimes les plus terrifiants de l'histoire de la Silicon Valley. Dans la maison, il y a 2 hommes et un cadavre. Reste à savoir lequel des 2 est le meurtrier. C'était un mercredi, je m'en souviens très bien. J'étais très triste. C'était dur. Avant la mort de Cathy, il n'y avait pas eu de meurtre à Menlo Park depuis 12 ans. J'étais sous le choc. C'est difficile d'accepter que ça puisse arriver à quelqu'un qu'on aime autant. C'est horrible qu'elle ait perdu la vie de cette façon-là. Cathy Anderson a été assassinée chez elle. C'est un crime effroyable. Quand les policiers arrivent, il y a 2 hommes dans la maison. Dans ce genre de cas, toutes les personnes présentes sur les lieux sont arrêtées. Il faut surveiller tout le monde et identifier rapidement les suspects avant que d'autres incidents ne se produisent. La police de Menlo Park a arrêté les 2 suspects. L'un des 2 était Daniel Baguette. Il dit que c'est lui qui a appelé la police. Il informe la police que par le passé, il a été en couple avec Cathy pendant quelque temps. Le 2e suspect arrêté par la police est plus jeune. Il s'appelle Francis Walkie. Il n'explique pas grand-chose aux enquêteurs. Il ne dit presque rien. La police se demande qui est Francis Walkie et quel est son lien avec Cathy Anderson. Plus l'enquête avançait et plus on en apprenait sur Francis Walkie, on a découvert qu'il s'était installé dans la Silicon Valley en 2014. Francis Walkie a grandi à Cincinnati dans l'Ohio. C'est l'aîné d'une fratrie de 8 enfants. Il a abandonné ses études à l'université de Cincinnati et a décidé de partir en bus, s'installer dans la Silicon Valley. Il est arrivé là-bas avec des rêves de grandeur. Il voulait faire fortune et entrer dans le club des très riches, les 1%. L'élite la plus influente au monde. Ceux qui travaillent dans la tech ont la possibilité de devenir milliardaires, de voyager en jet privé ou d'acheter des îles. Si on a des idées qui peuvent changer le monde, c'est très tentant. Les gens viennent dans la Silicon Valley pour tenter de rejoindre ce club très fermé. Celui des 1%. Je les considère comme les maîtres du monde. Ils sont au sommet, ils ont du pouvoir, ils sont riches et ils ont de l'influence. Ce sont les maîtres de l'univers. Tout le monde a entendu parler de l'histoire du PDG qui s'injecte du sang pour devenir immortel. Si on n'est pas millionnaire, ça paraît inconcevable, mais si on a de l'argent à dépenser, ça devient envisageable. Francis Walkie voulait devenir un tech bro, ou au moins faire partie du monde de la tech. Certains de ses amis du milieu le décrivaient comme quelqu'un d'extrêmement intelligent. Il a créé un programme informatique prometteur qui a intéressé plusieurs acteurs de l'industrie. Walkie travaillait sur un système d'exploitation informatique destiné aux personnes qui souhaitaient se former à l'informatique et au codage sans passer par les écoles. Il y a tout le temps de nouvelles startups. Un grand nombre d'entre elles sont axées sur la tech, mais toutes ne deviendront pas le prochain Facebook. Je pense que c'était tout de même le rêve de Francis Walkie. Francis Walkie s'est rendu à une convention sur les crypto-monnaies. C'est là qu'il a rencontré un jeune homme qui lui ressemble, Daniel Gershwitz. Ils s'entendent à merveille. Ils sont tous les 2 programmeurs. Daniel Gershwitz était ingénieur. Il travaillait pour SpaceX. Daniel et Francis faisaient tous les 2 du code et ça les a rapprochés. Le courant est tout de suite passé. Et quand Gershwitz a appris que Walkie n'avait pas de domicile, il l'a invité chez lui.
Francis a vécu avec Daniel dans un incubateur d'entreprise qui s'appelle Embassy House. Si vous avez vu la série télé Silicon Valley, vous connaissez les incubateurs d'entreprises. Ce sont des résidences où tous les acteurs de la tech, des ingénieurs, des créateurs d'applications ou des créateurs de jeux vidéo vivent ensemble et partagent les frais. Un incubateur est un lieu fait pour aider les jeunes entrepreneurs à se lancer. Si quelqu'un a une idée innovante, il bénéficie d'un mentorat et d'un espace pour travailler. On met des ressources à sa disposition pour l'aider à concrétiser ses idées. Francis Walkie voulait suivre le credo de Mark Zuckerberg. Agir vite et casser les codes. On comprend facilement pourquoi quelqu'un qui veut révolutionner le monde ou lancer un produit pour changer la donne adhère à ce genre de mentalité. Dans le monde de la tech, on s'attend à ce que vous vous donniez corps et âme à votre travail. Mais Francis avait de mauvaises habitudes. Selon ses amis, il était souvent seul et il travaillait trop. Ça lui arrivait de ne pas dormir et d'enchaîner les nuits blanches. Il buvait 5 à 8 cafés par jour. Et il travaillait sans relâche sur son code. Petit à petit, il a perdu les pédales et sa santé mentale s'est dégradée. Il était persuadé que les fondateurs du système d'exploitation Microsoft étaient à sa poursuite et voulaient le tuer à cause de ses idées. Il souffrait de paranoïa. Daniel Gershwitz regrettait d'avoir invité Francis à rejoindre l'incubateur. Il était désagréable avec les concepteurs et les programmeurs. Tous ceux qu'il connaissait s'accordaient à dire que c'était quelqu'un d'extrêmement arrogant et qu'il pensait être plus intelligent et meilleur que ses pairs. Quand il interagissait avec les autres, ça lui arrivait régulièrement de les insulter ou de les mettre en colère sans se rendre compte qu'il les blessait. Ou il ne réalisait pas tout de suite qu'on ne l'écoutait plus parler. Il était méprisant. Quand il parlait avec quelqu'un, il considérait que la personne était moins intelligente que lui, surtout si c'était une femme. Tout le monde savait qu'il avait une opinion négative des femmes. C'était en adéquation avec sa personnalité de penser que les femmes étaient moins intelligentes ou de dire que leur intégration dans la société aggravait les choses. Il qualifiait leur présence de dégradation systémique de la société. Il rejetait leur intégration dans la population active et l'inclusivité en général. Il aurait préféré revenir aux années 50. Il passait aussi de longues périodes sans parler. Il a commencé à prendre des amphétamines pour rester éveillé. Au cours d'une de ses nombreuses insomnies, il a détruit 2 pièces de l'incubateur. Il a déplacé plusieurs meubles et a griffonné des notes incompréhensibles sur les murs. Le comportement de Francis Walkie dépassait tellement les bornes que Daniel Gershwitz lui a demandé de partir et Francis Walkie s'est retrouvé à la rue. Quand on imagine un tech bro, on ne pense pas à un sans domicile fixe arrogant, avec un complexe de supériorité envers le monde entier. Ses parents, qui vivaient dans l'Ohio, ont découvert la situation et ont décidé de lui couper les vivres. Ils s'inquiétaient pour lui et lui ont envoyé un billet de car pour qu'il rentre chez lui à Cincinnati, dans l'Ohio. Francis Walkie était un rêveur parmi tant d'autres qui est venu tenter sa chance à la Silicon Valley. Il avait une bonne idée et il cherchait un moyen de la concrétiser. Mais il n'y est pas parvenu et il est rentré dans l'Ohio. Il n'y est pas resté longtemps. Les enquêteurs ont découvert que son billet de car, qu'ils avaient trouvé dans son sac à dos sur les lieux du crime, indiquait qu'il était revenu dans la Silicon Valley 2 jours plus tôt. 48 heures seulement avant le meurtre de Cathy. Les enquêteurs voulaient savoir pourquoi il se trouvait chez elle ce soir-là. Durant son interrogatoire, Francis Walkie reste muet. Il se mure dans un silence inébranlable. En revanche, l'autre suspect souhaite parler. Il tient à raconter sa version des faits. C'est là que l'affaire prend une tournure inattendue. En résumé, la police de Menlo Park trouve 2 hommes au domicile de Cathy Anderson. Nous avons aussi évoqué Francis Walkie. Il semble être un suspect de poids.
Mais il y a un autre homme, Daniel Baguette. Il affirme que c'est lui qui a appelé les secours. Il dit aussi avoir entretenu une relation avec Kathy Anderson. Les enquêteurs découvrent que Daniel Baguette et Kathy Anderson se sont rencontrés dans un bar en 2009, 2 ans après le décès du mari de Kathy. J'étais avec elle ce soir-là. On s'est arrêté dans un bar près de chez moi. On voulait s'amuser et boire un verre de vin. Tout à coup, je me retourne et je la vois discuter avec un homme. Je m'approche et je me présente. Il dit qu'il s'appelle Dan. Dan Baguette. Il est beaucoup plus jeune. Kathy s'en fiche. Elle l'aime bien et ça ne la dérange pas. Elle se met à le fréquenter régulièrement, mais moi, je ne suis pas convaincue. Pas du tout. Il y avait quelque chose dans son attitude et dans sa manière de parler qui ne me plaisait pas le moins du monde. Mais je n'ai jamais voulu en parler à Kathy, ni lui dire de ne pas le fréquenter. C'est pas mon genre. Je me suis dit que ce n'était pas à moi de leur dire quoi faire. Au début, il lui donnait beaucoup d'attention. Ça arrive souvent que les femmes plus âgées aiment que des hommes plus jeunes s'intéressent à elles. Il avait une fille. Kathy avait de la peine pour elle parce que son père était resté célibataire. Elle voulait simplement l'aider. Quelques semaines plus tard, elle m'a annoncé par téléphone que Daniel et sa fille avaient emménagé chez elle. J'étais assez surprise, mais c'était son choix. Après que Dan et sa fille ont emménagé chez elle, les ennuis ont commencé pour Kathy Anderson. Le problème venait de la fille. Kathy me parlait d'argent volé. Des objets disparaissaient. J'ai souvent entendu Kathy s'en plaindre. J'ai aussi appris que la fille était régulièrement violente avec elle. Elle essayait de frapper Kathy. Je trouvais ça choquant. Un jour, elle a même cassé une porte et elle a frappé le mur. C'était une adolescente pleine de rage. Hayley est partie de la maison pour s'installer au campus de l'université. Les enquêteurs ont découvert que, malgré ça, la relation entre Kathy et Dan battait de l'aile. Il y avait toujours des conflits. En 2018, elle lui a demandé de partir. Au cours de l'enquête, la police a découvert que Daniel Baguette est retourné chez Kathy plusieurs fois. Il retourne sans cesse la voir. Je pense qu'il voulait continuer leur relation. J'ai eu des mots durs. Je lui ai demandé pourquoi elle continuait de le voir. Elle me disait qu'elle restait aimable avec lui pour qu'il retire sa plainte contre elle. Elle a même fini au poste. J'étais sous le choc. Kathy et Dan Baguette s'étaient officiellement séparés et Dan a déménagé de chez Kathy. Un soir où il s'est rendu chez elle, une dispute a éclaté. Elle voulait mettre plus de distance entre eux. La dispute s'est envenimée. Elle a saisi une arme à feu et l'a pointée sur Daniel pour le faire partir. Elle s'est mise à hurler pour qu'il s'en aille. Les voisins l'ont entendu crier. Ils ont appelé la police et leur ont dit que Kathy menaçait de tirer sur Daniel. La police est arrivée et a arrêté Kathy pour menace avec arme. Peu de temps après la dispute où Kathy a brandi une arme à feu pour que Daniel s'en aille, on l'a retrouvée morte, assassinée dans la cave de son domicile. C'est une affaire de meurtre où 2 personnes ont été en couple. L'homme est sur la scène de crime et sa compagne est morte dans la cave de la maison. Les meurtres liés à la violence domestique sont monnaie courante. Dans ce genre de cas, on soupçonne très souvent les conjoints. On se demande si Daniel n'est pas impliqué dans la mort de Kathy. Quand j'ai appris la mort de Kathy, j'ai tout de suite pensé que Dan était impliqué et qu'il avait joué un rôle dans son décès. J'en étais persuadée.
Je ne savais pas grand-chose sur Francis Walkie, mais je me posais des questions. Peut-être que Dan le connaissait, peut-être qu'il avait parlé à Francis de la superbe maison de Cathy. C'est une affaire inhabituelle. Cathy Anderson, Daniel Baguette, la fille de Daniel, Hayley, et Francis Walkie. La police essaie de comprendre ce qui relie ces personnes. À ce stade, elle n'a aucune piste. Mais il semble qu'une personne soit en mesure d'y répondre. Je vais être honnête avec vous. C'est vrai qu'avec Cathy, on a souvent été en conflit. On avait tous les deux un fort caractère. Et parfois, ça nous arrivait de nous disputer. Mais j'aimais sincèrement Cathy. J'avais beau avoir 13 ans de moins qu'elle, ça n'avait pas d'importance pour nous. La différence d'âge ne nous dérangeait pas. On a passé de très bons moments ensemble. Pendant quelque temps, on a été en couple. Et je suis parti en 2018. Ça aurait pu prendre une toute autre tournure. Les gens l'ont vu de plusieurs manières différentes parce qu'ils n'avaient pas les faits. Ce soir-là, j'ai eu un mauvais pressentiment, comme une boule au ventre. Il fallait que j'aille la voir. J'avais essayé de l'appeler la veille au soir, et de nouveau le matin, mais je n'avais pas réussi à la joindre. C'était bizarre parce qu'elle répondait toujours au téléphone. Je suis sorti de mon camion et j'ai vu que les poubelles n'avaient pas été rentrées. J'ai été très surpris parce qu'elle s'appliquait méticuleusement à les ranger dès que les éboueurs étaient passés. Si elles étaient toujours dehors, ça pouvait vouloir dire deux choses. Soit elles n'étaient pas chez elles, soit quelque chose n'allait pas. Daniel a rentré les poubelles et a fait le tour de la maison. Quand il est arrivé à l'arrière, il a constaté que la voiture de Cathy était bien là. Comme il avait vécu là-bas, il y avait plusieurs détails qui lui ont immédiatement mis la puce à l'oreille. Je l'ai rappelée. Elle n'a pas répondu, donc j'ai décidé d'entrer chez elle et j'ai crié son nom. J'ai vu un de ses bandeaux par terre. Je me suis dirigé vers les escaliers. Et je l'ai vu sortir de l'ancienne chambre de ma fille. Je n'habitais plus là, donc je voulais être sûr que ce n'était pas un invité. Je lui ai demandé son nom et ce qu'il faisait là. Il ne m'a pas répondu et m'a regardé avec un air bizarre. Je lui ai dit « Où est Cathy, putain? T'es qui, toi? C'est quoi ce bordel ?» Daniel raconte que l'homme a descendu les escaliers comme s'il comptait s'enfuir. Daniel dit qu'il a appelé les secours à ce moment-là. Il a estimé avoir le temps de chercher un couteau dans la cuisine avant que l'homme n'arrive à s'enfuir. Il a attrapé le couteau et est retourné vers les escaliers. Il est revenu avant que l'homme ne puisse partir. Au téléphone, j'ai demandé à la police où ils en étaient. Je n'avais qu'une envie, c'est qu'ils arrivent au plus vite. J'avais très peur. J'attendais l'arrivée de la police avec impatience parce que je ne savais pas combien de temps j'allais réussir à le retenir. L'homme était dos au mur. Je ne savais pas ce qu'il était capable de faire. Il savait que sa vie ne tenait plus qu'à un fil. Ce genre de moment fait ressortir le pire chez l'humain. Il a regardé autour de lui et il a cherché un moyen de s'enfuir. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas d'autre sortie. Et peu de temps après, j'ai entendu les sirènes de police. Daniel avouera plus tard qu'il n'avait pas vu le corps de Cathy. Il n'était pas allé dans la cave. Mais il a vu cet homme, Francis, qu'il ne connaissait pas, et qui lui a dit que Cathy était morte, qu'il l'avait tuée depuis plusieurs heures. Daniel était bien évidemment bouleversé. La police m'a embarqué. Ils m'ont demandé qui j'étais et pourquoi j'étais là-bas. Ils m'ont demandé ce qui s'était passé, ce qu'on s'était dit avec Francis Walkie, si je le connaissais avant. Ils m'ont posé ces questions en boucle.
Peut-être que Daniel Baguette connaissait Francis Walkie. Peut-être qu'ils avaient passé un accord. Ce qui expliquerait la présence de Francis. Ou peut-être que la fille de Daniel, Hailey, connaissait Walkie et c'était à travers leur relation qu'ils s'étaient retrouvés dans la maison de Cathy Anderson. On a continué d'enquêter pour découvrir s'il y avait oui ou non un lien entre Daniel Baguette et sa famille et Francis Walkie. Il nous fallait la réponse à cette question. La police a détenu Daniel Baguette pendant 16 heures. Mais faute de preuves, ils ont dû le relâcher. Quand on a relâché Daniel, il nous restait encore beaucoup de travail avant de pouvoir l'innocenter. Il nous fallait plus d'éléments pour confirmer qu'il n'était pas impliqué dans l'assassinat de Cathy Anderson. Il fallait notamment qu'on examine tous les enregistrements de communication qu'on arrivait à obtenir. Daniel nous a remis son portable pour qu'on puisse examiner ces données. Daniel Baguette est de nouveau en liberté. Et, surprise, il retourne une nouvelle fois au domicile de Cathy. Daniel Baguette est surpris en train d'entrer par effraction dans la maison de Cathy. Il a escaladé une fenêtre pour entrer dans la maison et il s'est fait prendre. C'est une scène de crime. Personne ne doit y entrer. Pourquoi Daniel est-il retourné chez Cathy? Est-ce qu'il cherche des indices qui pourraient l'incriminer? Le comportement de Daniel Baguette concernant la mort de Cathy est très suspect. Ça n'a pas de sens. Peut-être que la version qu'a racontée Daniel est un mensonge. Très peu de temps après l'assassinat de Cathy Anderson, Daniel Baguette est retourné au domicile de Cathy et quelqu'un a prévenu la police. Il a expliqué qu'il était venu voir si les chats allaient bien. C'était étrange. Vous êtes entré par la fenêtre pour nourrir les chats? Tout à fait. Pourquoi n'a-t-il pas contacté la police pour leur demander si c'était possible de s'occuper des chats? Il n'aurait pas dû retourner sur une scène de crime après un homicide alors qu'il faisait partie des suspects. Quelle idée! Ça paraissait louche, mais Cathy adorait ses chats. Je me suis dit que les pauvres bêtes avaient passé plus de 2 jours sans boire ni manger et qu'il fallait que j'aille les nourrir. C'est une scène de crime. Si on se déplace dedans, on risque d'altérer les preuves. C'est pour ça qu'on arrête ceux qui tentent d'y entrer. En ce qui concerne le retour de Daniel chez la victime, je ne peux pas lui en vouloir. Même si cet événement a compliqué l'affaire, il est retourné dans la maison dans laquelle il a lui-même vécu, avec la femme qu'il aimait et qui a été sauvagement assassinée, pour nourrir les chats qui, eux, ont survécu. Après notre enquête, nous n'avions trouvé aucun mobile qui aurait pu le pousser à tuer Cathy Anderson. Daniel Baguette n'est l'héritier d'aucun des biens de Cathy. Daniel et sa fille Hailey n'avaient rien à gagner financièrement avec sa mort. Après une enquête approfondie, c'était évident pour les enquêteurs que Daniel Baguette n'était aucunement impliqué dans l'assassinat de Cathy Anderson. Nous n'avions pas trouvé de preuves qui reliaient Francis Walkie à Daniel Baguette ou à sa famille. Toutes les preuves indiquaient que Francis Walkie était la seule personne responsable de la mort de Cathy Anderson. Grâce à l'autopsie, la police a découvert que le stylo qui se trouvait dans l'œil de Cathy Anderson était identique à un autre stylo trouvé dans le sac à dos de Francis Walkie, lui-même découvert dans la chambre d'amis de la maison. La police a également trouvé le sang de Cathy sur le pantalon de Francis. Ces éléments ont suffi à prouver la culpabilité de Francis Walkie. Pourquoi la tuer? Pourquoi Francis a-t-il choisi cette maison? Qu'avait-elle de particulier? L'hypothèse, c'est qu'il cherchait de la nourriture. Il était fatigué, il avait faim parce qu'il avait passé 5 jours à voyager. Quand il est revenu de Cincinnati, il était à la rue. Il a trouvé refuge sur un balcon sur le campus de Stanford à Palo Alto.
Il a peut-être cru que la maison était vide et qu'il pourrait y trouver de la nourriture et faire une sieste. Il est entré chez Cathy Anderson, a grignoté un morceau et est monté à l'étage, où il a trouvé la victime endormie dans son lit. Au cours de l'enquête, il a déclaré qu'il entendait des voix dans sa tête. Ces voix lui ont dit de ne pas se défiler, qu'il était temps de rejoindre les rangs. Ce qu'il a compris, c'est qu'elle lui disait de tuer cette personne, ce qui lui permettrait de rejoindre le club très fermé des 1%. Il avait toujours rêvé de réussir dans la Silicon Valley. Et ce n'est pas tout. Les voix dans la tête de Francis Walkie lui disaient que s'il voulait vraiment faire partie des 1%, il devait tuer quelqu'un et manger sa chair. Francis Walkie a confié à un psychologue légiste qu'il croyait dur comme fer que les 1% tuaient et mangeaient de la chair humaine pour obtenir la jeunesse éternelle ou le succès. Et que c'était un moyen d'entrer dans ce club élitiste. C'était terrifiant et tiré par les cheveux. J'ai l'impression que l'horreur de ces actes s'inspire beaucoup de la culture du biohacking, à laquelle adhèrent beaucoup d'acteurs de la Silicon Valley. Francis estimait qu'il était nécessaire de commettre un crime abominable pour parvenir à faire partie de cette culture, ce qui prouve l'attrait de ce genre de mythe. Cathy Anderson dormait dans son lit quand Francis Walkie l'a agressée. Il a commencé par l'étrangler. Mais elle n'est pas morte, donc il lui a planté un stylo dans l'œil. Puis il l'a traînée jusqu'à la cave et a tenté de la décapiter. La scène est sordide, le crime est barbare. Ce qui est arrivé à Cathy Anderson, c'est le pire cauchemar de toutes les femmes qui vivent seules. Je pense que c'est difficile d'assimiler le caractère aléatoire de ce crime. C'est fou d'imaginer qu'une personne seule chez elle peut être assassinée dans son propre lit par un parfait inconnu venu de l'autre bout du pays. C'est presque incompréhensible. Et c'est peut-être pour ça que tous les soupçons se sont d'abord tournés vers Daniel Baguette. Selon moi, Daniel a fait un acte héroïque en retenant le suspect sur place. Je ne sais pas comment aurait fini cette affaire sans Daniel Baguette. Il a empêché Francis Walkie de s'enfuir du lieu du crime. Sans son intervention, on n'aurait peut-être jamais retrouvé Francis. Les journaux ont d'abord été durs avec moi parce que je suis entré par effraction. On m'a jamais traité en héros, ça c'est sûr. J'aimerais qu'elle soit encore parmi nous. J'aimais profondément Cathy et je suis content d'avoir fait ce que Cathy attendait de moi. Je n'ai pas laissé cet homme s'en tirer comme ça. Je suis convaincu que c'est l'esprit de Cathy qui m'a attiré jusqu'à chez elle ce soir-là. Pour que je puisse arrêter cette ordure. Elle a dû se dire que j'étais la seule personne qui était capable de s'en occuper. Ouais. Francis Walkie a plaidé non coupable pour irresponsabilité pénale liée à un trouble mental. Pour être déclaré pénalement irresponsable pour cause de trouble mental, il faut que la personne ne comprenne pas que son acte entraîne la mort d'une autre personne ou qu'elle ne soit pas consciente que ce qu'elle fait atteint quelqu'un d'autre. L'accusation a soutenu que Francis Walkie savait ce qu'il faisait car il lui avait fallu plusieurs tentatives pour arriver à tuer Cathy Anderson. Il a volontairement essayé de la tuer. Quand la police lui a demandé son nom, il l'a donné. On lui a demandé sa date de naissance, sa ville d'origine, l'endroit où se trouvaient ses affaires. Il a donné une réponse rationnelle à chaque question, ce qui suggère qu'il était en pleine possession de ses moyens au moment de l'acte. Il savait qui il était, où il était et ce qui se passait. Il avait des pensées rationnelles. Le soir même de l'assassinat,
Les preuves médico-légales l'ont confirmé. Et toutes ses dépositions aussi. Pour contester l'irresponsabilité pour cause de trouble mental, l'accusation soutient qu'aucun signe de délire ou de discours incohérent n'a été constaté chez Francis Wauchie durant les 2 semaines suivant son arrestation. Le jury a estimé que les preuves ne permettaient pas de conclure que Francis Wauchie n'avait pas de discernement au moment des faits. Il l'a reconnu coupable de meurtre avec préméditation et l'a condamné à perpétuité avec une période de sûreté de 26 ans. C'était la bonne décision. Il faut être un peu fou pour tuer, c'est vrai. Mais si vous me demandez s'il mérite l'hôpital psychiatrique ou la prison, honnêtement, si je n'avais pas été présent ce soir-là, il y aurait aujourd'hui une autre famille avec un drame à raconter. Un drame avec une autre putain de scène d'horreur. Quand j'ai regardé cet homme dans les yeux, j'ai vu le mal dans son regard. C'était déstabilisant. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec un regard pareil. C'est dérangeant. On ne se rend pas compte qu'il existe des gens comme ça sur Terre. Des personnes capables d'être vides d'émotions comme une coquille. Mais est-ce qu'il est fou? Non. C'est un homme perturbé. Ça, c'est sûr. Il était déterminé à accomplir sa mission. On ne comprendra jamais les détails de l'affaire. On ne saura jamais exactement comment Francis Wauchie est tombé dans cette spirale infernale après son arrivée dans la Silicon Valley. Il donnait l'impression de travailler dur pour créer son programme informatique. Mais sa vie s'est dégradée petit à petit. On ne peut pas savoir si cette chute dans les abysses est due à une maladie mentale préexistante ou si c'est parce qu'il ratait sa vie. Ce qui est sûr, c'est que les 2 facteurs ont joué. Certains des lieux communs qui ont mené Francis à prendre cette voie s'inspirent en quelque sorte de la culture des tech bros. Son objectif était de faire partie des 1%. Chez certains acteurs de la tech, c'est presque une obsession. Comme tous ceux de la Silicon Valley, Francis Wauchie voulait réaliser son rêve. C'est sûrement à cause de son échec dans le monde de la tech que son état s'est dégradé jusqu'à ce qu'il commette le meurtre sanglant de Cathy Anderson. Cathy était une femme exceptionnelle. Elle se pliait toujours en 4 pour aider les autres. On a passé de très bons moments. Elle me manque. C'était une femme en or. Oui. Je l'aimais énormément. Je l'aime encore. L'influence qu'elle avait sur moi perdure encore aujourd'hui. Je suis une meilleure personne grâce à elle. Elle m'a aidé à devenir un meilleur père pour ma fille. Hayley ne serait pas la femme qu'elle est aujourd'hui sans l'aide de Cathy. Cathy continue d'exister à travers ses bonnes actions. Le succès de ma fille est aussi celui de Cathy. Les habitants de villes prospères pensent souvent qu'il n'y aura jamais de crime chez eux parce qu'ils sont riches. Mais le crime n'a pas de frontières. Sandra Brown, de la police de Palo Alto. J'ai passé ma carrière à enquêter sur les crimes de la Silicon Valley. Comme celui de Tiffany Lee avec Keith Green. L'argent et le pouvoir ont joué un rôle crucial. C'était l'héritière d'une immense fortune. C'était ce qui finançait son train de vie. Il recevait des menaces. Un procès pour meurtre met en cause une héritière et un supposé triangle amoureux. Quand une équipe du SWAT débarque à Hillsborough dans un manoir de 650 mètres carrés qui vaut 7 millions de dollars, les habitants sont sous le choc et le monde entier aussi.
L'histoire débute au nord-ouest de San Mateo. Keith Green est né en 1988. Il est élevé par sa mère.